Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire qui va durer 30 minutes, que nous allons faire à deux pour essayer d'avoir un format un petit peu plus dynamique et surtout essayer de passer cette demi-heure de façon la plus agréable possible. Alors peut-être avant de commencer la présentation, n'hésitez pas déjà à nous dire dans le chat finalement peut-être qui vous êtes ou quelle est votre profession, qu'on puisse voir effectivement si notre discours sera suffisamment adapté. On démarre? Go Christine? On y va. Allez, on vous laisse le temps de nous dire dans le chat rapidement qui vous êtes et votre profession, et puis on démarre en parallèle. Allez, on y va. C'est parti. Donc déjà, sur cette demi-heure, de quoi allons-nous parler ensemble? Alors, on va essayer de parler d'un mot un peu fort, mais on va parler de révolution et finalement ces révolutions qui ont changé notre univers formation. On va évidemment parler de digitalisation, ce qui devient aujourd'hui une nécessité dans l'environnement dans lequel nous vivons. On va évidemment parler de pédagogie, puisqu'on ne peut pas dissocier la formation de la pédagogie. Mais avec Christine, on veut surtout vous parler d'expérience apprenant et finalement de ce qui anime nos journées, nos réalisations, nos conceptions régulières et quotidiennes. Avant tout, présentons-nous. Donc voilà des jolies photos de Christine et moi-même. Donc nous travaillons toutes les deux au sein du groupe business. Alors je suis pour ma part Aude-Marie Rey, je suis directrice associée au sein du groupe business et responsable de l'offre Stories. Comme on le dit en interne, je suis la madame digitale du groupe. Et voilà, comme petite conviction, je dis toujours que finalement, le digital, pour moi, a humanisé la formation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Christine Mascaras, je suis directrice de l'offre Teachers au sein du groupe Business. Donc en parallèle à Aude-Marie, moi, je suis plutôt madame pédagogie au sein du groupe Business. Et moi, j'ai une conviction forte, c'est que la formation, c'est bien, le digital, c'est super, mais l'humain, c'est très important également. Et donc, on est ravis avec Aude-Marie de pouvoir confronter parfois nos points de vue. Et c'est ce qui fait justement toute la richesse des réflexions et des innovations que nous portons au sein du groupe Business. Rapidement, le groupe Business, donc c'est un groupe qui existe, a été fondé en 2007 et qui porte maintenant depuis 13 ans, des convictions fortes et notamment sur la formation nouvelle génération avec cette envie d'agiter, je dirais, ce monde de la formation professionnelle, cette volonté de faire les choses différemment, de façon disruptive, parfois inédite ou innovante, mais avec, dans tous les cas, une seule et même direction, le fameux ROI, alors que ce soit aussi bien dans les résultats d'ancrage que dans les résultats, évidemment, satisfaction. On travaille la formation de nouvelle génération sur 3 publics, donc les entreprises, les individus et les professionnels de la formation, sur lesquels on prend plaisir à confondre nos avis, nos idées et à faire avec eux finalement cette modernisation de l'appareil formation tant attendue et tant souhaitée par nos apprenants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'expérience apprenant augmentée, Aude-Marie, j'ai envie de t'interroger sur qu'est-ce qui a bousculé finalement notre secteur d'activité et quels sont les paramètres que tu gardes à l'esprit quand justement tu réfléchis à cette expérience apprenant augmentée. Alors effectivement, Christine, l'idée c'est de remonter un peu la chronologie des événements et de parler surtout de ces fameuses 3 révolutions majeures. Il y en avait 2 jusqu'à pas longtemps, il y en a une 3e et on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui. Des révolutions qui ont eu des impacts forts sur la formation. Alors la première a été la révolution technologique, puisque effectivement l'année où business s'est créé, le smartphone est apparu et de fait le digital est devenu ouvert à tous avec finalement de l'accès à l'information et à de la formation un petit peu partout jusqu'à dans sa poche. Et donc l'impact côté formation, c'est qu'on a démocratisé ce fameux tous derrière l'écran et donc notre apprenant a changé finalement de position. Évidemment, une révolution pédagogique qu'on ne peut pas nier, où finalement, autrefois, la formation était vue plutôt comme des savoirs théoriques avec des personnes qui incarnaient, je dirais, une certaine expertise. Et finalement, cette révolution pédagogique a mis l'apprenant un petit peu plus au cœur de la scène. Et donc, finalement, en impact, on a pu dire assez rapidement fin aux formateurs sachants
Et on a vu l'avènement plutôt de ces animateurs impactants dont le savoir-être comptait tout autant que les savoirs. Et puis, on ne peut pas l'oublier. Alors, on n'est pas masqué aujourd'hui et pour autant, ça fait partie de notre quotidien. C'est cette fameuse révolution du Covid-19. Évidemment, on l'a tous vécu, on la vit encore et elle a été un grand bouleversement pour plein de secteurs, mais évidemment pour la formation, puisque de fait, ce qui se passe en salle ne peut quasi plus exister, en tout cas au moment où on se parle. Et donc, ça a accéléré, je dirais, ce mouvement de la digitalisation et avec une tendance dont on discutera après, mais qui est cette prolifération du je veux du contenu e-learning sur étagère, je veux mettre des choses à disposition de mes apprenants. Et donc finalement, à l'issue de ces trois révolutions, et je dirais de notre expérience du confinement numéro 1, on a vu assez rapidement des impacts forts. Alors, on a évidemment tous les jours nous voulons du e-learning. Alors oui, le e-learning est apparu comme une réponse incontournable à ces révolutions. Alors évidemment, c'est une réponse au « j'apprends derrière mon écran », avec cette logique un peu Atawad, donc on va dire un peu partout et un peu n'importe quand, je peux faire de la formation, ce qui est aussi discutable évidemment dans le format de la digitalisation. Évidemment, l'idée de réduire des coûts logistiques, puisque de fait, autrefois, il fallait déplacer tout le monde dans les salles. Et puis, cette idée de se dire que c'est ce e-learning qui va sauver la formation pendant des périodes d'inaction ou de télétravail. Et puis après, on a eu je faisais en présentiel, je veux faire exactement la même chose en digital. Et donc, c'est devenu un peu cette nécessité vitale de se dire, il faut faire face à la situation sanitaire. Je veux pas changer mon programme et finalement, mes contenus sont bons, donc je veux juste les digitaliser. Et c'est ce qui va permettre de maintenir le lien avec les apprenants. Et donc, finalement, là, moi, j'interroge plutôt Christine sur, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est des constats, c'est de la réalité, notre apprenant, là, il se situe où et comment il vit, lui, face à ces révolutions? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'impact que toutes ces révolutions, ou en tout cas ces événements ont eu sur le formateur. S'interroger sur la façon avec laquelle les apprenants et l'apprenant vit aussi cette transformation est assez intéressant. Et donc, on a mené au sein du groupe business des études au contact d'apprenants qu'on est allé interroger justement sur la façon avec laquelle ils percevaient et ils vivaient toute cette transformation qui, pour nous, professionnels du métier, est, on va dire aujourd'hui, bien ancrée, mais en tout cas qui n'est pas si simple que ça à appréhender pour l'apprenant. Ce qui ressort finalement de nos études par rapport à ça, c'est des apprenants qui se retrouvent finalement un petit peu perdus par rapport à la densité de l'offre à laquelle finalement ils sont confrontés, puisqu'aujourd'hui, l'avantage du digital, c'est que ça a permis, comme l'a dit Aude-Marie, de démocratiser, de faciliter l'accès à la formation. Donc du coup, ça a permis de mettre en lumière une densité d'offres, une variété d'offres assez importante. Et ça a pu perdre, ou ça peut perdre, certains de nos apprenants ne sachant pas quoi choisir. Le CPF en est une bonne illustration également, puisque aujourd'hui, un participant, un apprenant, on lui demande de choisir en toute autonomie des formations, ce qui n'est pas un exercice très facile pour eux. De la même façon, il nous est revenu aussi le fait que certains apprenants se sont sentis isolés par le fait, effectivement, de se retrouver seuls face à un écran ou à distance dans une classe virtuelle. J'aime bien rappeler le fait que nous sommes, nous autres, êtres humains, des animaux sociaux, qui nous nourrissons finalement du lien et des interactions. Et c'est vrai que finalement, se retrouver seul face à un écran ou à distance en classe virtuelle, ça peut perturber, ça peut compromettre l'apprentissage d'une personne. Le mot qui revient également, ou en tout cas l'idée qui revient également, c'est le côté saturation avec une certaine forme de lassitude par rapport à justement toutes ces formations qui foisonnent. Le webinar est une bonne illustration. On voit bien que il y a eu, il y a quelques mois, l'engouement du webinar avec beaucoup de webinars et beaucoup de participants à ces webinars-là, parce que c'était quelque chose de nouveau, parce que c'était quelque chose qui répondait à un besoin à l'instant T. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on fait des webinars, on voit que c'est plus choisi, il y a plus de discernement dans la façon avec laquelle on va se positionner sur des webinars. Donc, il y a cette forme de lassitude qui remonte. Et puis enfin, tout ça amène bien entendu à avoir parfois des apprenants moins engagés, voire pas engagés,
qui ne se sentent pas toujours concernés parce qu'on est également derrière l'acronyme ATAWAD, il y a aussi cette idée de masse, de formation de masse. Et aujourd'hui, on le sait, les apprenants ont aussi besoin de personnalisation, d'individualisation. Et quand on ouvre des accès de formation à un grand nombre de personnes, eh bien, chaque individu peut, à un moment donné, effectivement, se sentir moins engagé ou moins concerné. Donc, tout ça, c'est finalement un petit peu les limites de ce que pourrait être une réflexion autour de la formation non raisonnée. Et du coup, c'est vrai que c'est avec Christine, quand on dresse ce constat, on en arrive à une situation où on se dit, finalement, on est dans un contexte et une réalité où digitaliser la formation, c'est plus une question d'envie, c'est finalement une nécessité, au moins en partie, on va dire. On voit bien que sur le marché, il y a évidemment une offre d'outils qui vont permettre cette digitalisation qui s'enrichit évidemment, qu'on est face à des apprenants, comme tu le dis Christine, dont l'engagement finalement va s'amoindrir avec cet isolement qui va se renforcer parce que je suis un peu seule derrière mon écran. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que faire s'il faut digitaliser et que pour autant la digitalisation semble pas toujours répondre à cette ambition ultime et suprême d'engager nos apprenants. Que faire? Du coup, Christine, à toi de nous dire que faire et moi, je donnerai après les clés pour le faire. Voilà, donc c'est là qu'intervient le concept que nous, on a développé au sein du groupe business et qui incarne et qui porte finalement aujourd'hui la façon avec laquelle on appréhende la formation et qu'on a envie de partager avec vous. Et j'espère que lors des questions-réponses, vous pourrez venir nous challenger par rapport à ça. C'est tout ce qui se cache derrière l'expérience apprenant augmentée. C'est le terme qu'on a choisi de lui donner. Trois idées majeures finalement derrière cette expérience apprenant augmentée. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une digitalisation, en tout cas une réflexion sur la digitalisation raisonnée. On ne digitalise pas pour digitaliser. Il y a une vraie réflexion à se poser sur la façon avec laquelle on souhaite digitaliser et pourquoi on souhaite digitaliser. C'est ce que je mets derrière ce côté digitalisation raisonnée. Le deuxième point que je mets derrière l'expérience apprenant augmentée, c'est le fait de garder au cœur de notre réflexion, non pas les messages que nous souhaitons faire passer ou les idées ou les concepts pédagogiques, mais l'apprenant, son profil, ses besoins, et là où on a envie finalement de l'amener par le biais de développement de compétences. Et puis la troisième idée que nous mettons derrière l'expérience apprenant augmentée, c'est notre capacité à proposer une offre de formation qui soit plus ciblée, plus impactante et plus motivante, parce que bien entendu, il y a aussi cet axe-là qu'a évoqué tout à l'heure Aude-Marie, l'engagement qui doit véritablement être un parti pris fort en matière de pédagogie. Donc, moi, je vous ai donné les 3 piliers de l'expérience apprenant augmentée. Je vais laisser la parole à Aude-Marie pour nous expliquer ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Alors là, l'idée aujourd'hui, au regard de ce petit temps, c'est de vous partager des conseils qui peuvent sembler simples quand on les dit comme ça et qui pour autant vont nécessiter très fortement d'être assimilés et d'être finalement, nous, professionnels de la formation, ancrés comme des réflexes dans l'ensemble de nos réalisations. Alors déjà, la première question qu'on se pose nous, et c'est là où finalement nos deux expertises avec Christine nous ont parfois opposés, parfois unis. En l'occurrence, là, elles nous ont plutôt unis puisqu'on a tranché dans un même sens. C'est finalement digitaliser de la formation. Est-ce que ça requiert une compétence qui va être technique, c'est-à-dire je suis un technicien et je suis capable de digitaliser du contenu, ou est-ce que ça requiert une compétence pédagogique? Alors en l'occurrence, avec Christine, on a un peu tiré le fil. Alors d'abord, quand on parle de digitaliser de la formation, c'est qu'on va d'abord, venir mettre en digital des contenus de formation. Donc finalement, ces contenus de formation, je dois, moi, avant tout, me poser une question qui est quelle expérience mon apprenant va vivre derrière son écran. Et donc finalement, ce qu'on essaye, nous, de se dire avec Christine, c'est que de manière générale, quand je suis, moi, un concepteur pédagogique, je vais réfléchir ma journée de présentiel avec finalement une scénarisation qui démarre par bonjour, le tour de table, l'icebreaker, bref, tout ce qui va se passer pendant la journée. Et quand je fais cette scénarisation en présentiel, je vais réfléchir à par quelles émotions mon apprenant va passer tout au long de ma journée et potentiellement qu'est-ce qu'il va retenir à la fin de la journée. Et donc, si on pense à cette scénarisation pédagogique en présentiel, elle est encore plus évidente en digital parce que là, pour le coup,
l'apprenant ne va pas vous voir, il va juste voir les contenus et la façon dont vous allez lui transmettre. Et donc, on est tous, en tout cas avec Christine, en accord sur le fait de se dire que digitaliser de la formation, c'est bien entendu une question de compétences pédagogiques. Et finalement, l'outil que vous sélectionnerez pour digitaliser vos contenus, lui, va assumer cette compétence technique. Et là, évidemment, quand on digitalise des contenus, aujourd'hui, on n'est pas celui qui code, on utilise un outil qui nous permet de le faire, donc la compétence, elle est évidemment pédagogique. Par contre, je rajouterai un petit point, pour repenser ma pédagogie, je vais avoir besoin de comprendre la technique. Et c'est là où les deux mondes se rejoignent, c'est que si je souhaite repenser et innover dans ma pédagogie aujourd'hui, en repensant mes modèles, mes approches ou mes concepts, je vais forcément avoir besoin de comprendre la technique que je vais utiliser et l'aspect technologique, le cas échéant, de l'outil que je vais utiliser. Donc, les deux mondes se rejoignent. L'outil, bien entendu, comme l'a dit Aude-Marie, vient au service de la pédagogie, puisque notre métier, c'est bien entendu d'apprendre, de faire apprendre, d'enseigner, d'éduquer, de former, tous ces termes qui viennent et qui sont sous-jacents à notre métier. Mais si je veux le faire de façon plus moderne, si je veux le faire de façon plus innovante, il va falloir que je sois capable d'appréhender le monde technique, le monde notamment numérique, qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre secteur. Et donc finalement, pour arriver à tout ça, on a pensé, nous, au parallèle entre digitaliser de la formation et cet écrivain qui va écrire une histoire, qui doit transmettre des émotions, qui doit engager son lecteur pour que dès les premières lignes, il ait envie d'aller jusqu'au bout et qu'il aille à la fin et potentiellement qu'il en parle. Et finalement, cet écrivain, lui, n'a pas cette opportunité de lire son livre à ses lecteurs et de transmettre ses émotions par la voix ou par l'attitude. Et donc, finalement, en faisant ce parallèle-là, ça nous permet de dire que, oui, digitaliser nécessite une scénarisation comme sur un livre et nécessite de se projeter dans quand je digitalise, c'est pas un acte technique, mais je vais essayer de raconter une histoire. Et donc, en racontant mon histoire, je vais utiliser des ingrédients. En l'occurrence, on en a compté 4, mais probablement qu'il y en a beaucoup plus. Mais à minima, 4 ingrédients assez simples et qui comptent évidemment très fortement pour finalement, à votre histoire, y mettre de l'intrigue, donner envie, susciter le plaisir. Et évidemment, à la fin des fins, l'engagement est de faire la réussite de votre contenu. Donc, le premier ingrédient, c'est pour nous la forme. Alors, c'est vrai que ça peut paraître particulier, mais pour autant, c'est très important parce que déjà, on a toujours cette citation, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et évidemment, quand on se dit ça, on peut se dire qu'on est un vrai sachant, qu'on a une expertise sur les contenus. Si on n'est pas capable, ces contenus, de les mettre dans une forme et un scénario qui va bien, concrètement, on sait d'ores et déjà que l'apprenant, potentiellement, il va être assez vite déçu par la qualité de ce qu'il va recevoir. Le deuxième ingrédient, évidemment, c'est comme l'écrivain qui a le fil conducteur de son histoire. Il sait qu'à un moment donné, il y a une introduction, il y a des intrigues, il y a à un moment donné des réponses. C'est exactement la même chose quand on va faire du digital. Il doit y avoir un fil rouge pédagogique. Et c'est souvent ce qui est oublié quand on commence à rentrer dans de la capsule digitale, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire rentrer du volume et on oublie que trop souvent, cette partie pédagogie. Alors, on a mis une petite citation, celui qui a foi en la pédagogie ne peut être qu'optimiste. Et évidemment, nous, on a foi en la pédagogie. Et en tirant des bons fils conducteurs, on sait qu'on va réussir à capter l'attention, à maintenir l'attention et à avoir toujours cette alternance de j'apprends quelque chose, une séquence, je vais m'exercer, je vais cranter, je vais m'interroger et on peut même aller jusqu'à travailler la prise de conscience en digital, bien entendu, en déroulant évidemment tout un fil rouge pédagogique. Ensuite, derrière, il y a la communication et c'est vrai que cet effet un peu e-learning sur étagère a mis réellement fin à cette communication qu'on pouvait avoir avec les apprenants puisqu'on va considérer qu'on leur met des offres à disposition et qu'ils sont autonomes et qu'ils vont aller chercher. En réalité, c'est pas tout à fait vrai et ce qui nous donne envie de lire un livre, c'est souvent toute la communication qu'il va y avoir autour, c'est le petit résumé qu'il y a derrière le livre où on se dit tiens, ça pourrait m'intéresser. Et c'est exactement la même chose avec notre contenu de formation digitale, c'est que la communication que vous n'avez pas en salle quand vous dites bonjour avec le sourire et qui donne envie, vous devez l'avoir évidemment en digital. Et donc, cette communication, ça va être le pont entre confusion et clarté, c'est-à-dire je peux être confus d'avoir un format digital et pas toujours le comprendre, mais en même temps, j'ai compris à quoi il allait me servir et comment je vais l'utiliser. Et évidemment, après, il y a la durabilité.
On ne peut pas imaginer aujourd'hui en digital qu'on conçoit des modules pour qu'ils soient regardés une fois. Sinon, on ne fait pas forcément du digital, ou en tout cas, on ne le fera pas de la même manière. C'est là où, quand Christine pose la question de qu'est-ce qu'on digitalise, tout l'intérêt pédagogique du digital, c'est que je peux y revenir, je peux faire à mon rythme, je peux avoir aussi une question de temps, et on a tout intérêt, nous, à jouer aussi sur ce temps pour éviter qu'on consomme un e-learning en 30 minutes, on ferme la page, c'est fait, j'ai validé, je n'y reviens plus. Une fois qu'on s'est dit ça, rapidement, quelques clés et la phrase qu'il faut retenir, et c'est ce qui a conduit toutes nos réalisations, c'est ce fameux « surprendre pour engager ». L'engagement, c'est l'ambition suprême. Si nos apprenants sont engagés dans la formation, ils obtiendront des résultats. Pour autant, ils sont exigeants, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la qualité du contenu qui va forcément les attirer, c'est bien tout ce qu'on va leur proposer, aussi bien sur la forme, sur le format, sur la façon de dérouler leur contenu en digital. Et donc, à nous de construire des capsules pédagogiques qui y répondent. Et on ne peut pas détacher la formation du monde dans lequel on vit. La formation s'inscrit dans un monde où la communication, le marketing, le design, la rapidité, l'interactivité sont finalement au cœur de nos quotidiens. Et donc, évidemment, on vous invite, nous, quand vous allez scénariser vos capsules, à aller chercher la surprise, à créer l'étonnement qui peut susciter des réactions, bonnes ou mauvaises, mais qui vont aller chercher ces fameux engagements, à créer l'effet waouh par l'attention aux détails et par ce sens de l'expérience apprenant et du plaisir. Alors, 3 petites clés assez rapides qui peuvent vous aider déjà dans la réalisation de vos contenus. D'abord, on y pense pour le coup quasiment jamais dans du digital, c'est la personnalisation. Derrière votre écran, vous êtes seul, vous ne savez pas qui d'autre a accès au contenu et j'ai envie de vous dire, ça ne vous concerne pas. Et donc, vous, quand vous écrivez votre contenu digital, vous ne l'écrivez pas pour une foule, vous devez l'écrire pour l'apprenant. Si vous voulez le capter, parlez-lui à lui. Donc, ça peut être l'utilisation du jeu, ça peut être des quiz ou des séquences, en tout cas, où vous allez le laisser s'exprimer, ce même s'il n'y a pas de feedback derrière, puisque vous n'êtes pas derrière l'écran, mais tu en penses quoi, c'est quoi ton humeur, comment ça se passe, bref. Ça permet aussi de montrer que vous attachez de l'importance à ce qu'il est en train de vivre. Au-delà de la personnalisation, l'interactivité. Alors, c'est vrai que quoi de plus pénible que d'être derrière son écran, hormis si c'est Netflix et qu'on l'a choisi le vendredi soir, à regarder une vidéo avec un formateur qui dure 15 minutes où ben voilà, il ne se passe rien, même si le formateur est très sympathique et que la qualité des contenus est là, si je ne fais pas d'action, aujourd'hui, je vais me détacher assez rapidement du contenu. Et regardez, on est toujours en train de faire plusieurs choses à la fois. Sur son mobile, on est toujours en train de cliquer, idem sur son ordinateur. Et donc, cette interactivité, c'est ce que vous devez mesurer à chaque fois que vous créez du contenu. À quel moment le participant va cliquer? Pourquoi faire? Depuis combien de temps je ne lui ai pas demandé de faire quelque chose? Bref, l'interactivité, c'est ce qui va permettre à votre participant d'être acteur et pas juste spectateur de ce que vous lui proposez. Et évidemment, la surprise, alors là, à nouveau, on est dans la formation, on n'est pas dans un monde sérieux, on peut aussi, comme disait Christine, on parle à des gens, à des êtres humains qui ont aussi des émotions, et donc finalement, cet effet surprise, on n'y pense pas souvent. Comment je vais créer de l'émotion, et donc l'effet surprise, on le fait souvent en salle, et Christine me le disait un peu, un bon animateur, c'est celui qui va se rendre compte que les gens autour de lui ne sont plus en écoute et se dire ben, j'arrête mon support et on va faire une activité pour remettre tout le monde dans les énergies. On peut le faire aussi en digital, bien entendu, avec des petits jeux, avec des icebreakers qui peuvent être totalement décorrélés des apports, mais qui vont créer aussi ce moment de décontraction qu'on fait vivre en salle et qu'on doit aussi faire vivre en digital. Je crois qu'on a fini. Merci Aude-Marie. Elle vous a livré tous ses secrets, voilà. Une bonne partie en tout cas, peut-être pas tous, mais une bonne partie de ses secrets. Je vous propose qu'on laisse place aux questions-réponses. Voilà, ben, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'effectivement, vous puissiez nous poser des questions, nous dire ce que ça vous suscite. Alors, Jérôme nous pose une question. Proposez-vous des formations sur la digitalisation à destination des professionnels? Oui, Jérôme, on propose bien entendu toute une gamme de solutions à destination des professionnels. Vous aurez d'ailleurs, dans ce cadre-là, dans 15 jours, un webinaire que j'aurai le plaisir d'animer avec vous et pour vous présenter justement
les différentes solutions que nous proposons à destination des professionnels. Je ne sais pas quel type de professionnel vous êtes. Est-ce que vous êtes un indépendant, un formateur qui travaille dans une entreprise ou un organisme de formation? Donc aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que nous visons l'ensemble des acteurs de la compétence et de la formation. Donc la réponse est oui. Nous avons des dispositifs d'accompagnement, que ce soit en matière de conseil, en matière de montée en compétences ou en matière de digitalisation également, puisque au-delà de l'aspect montée en compétences et formation de formateurs ou professionnels, on a également des outils au sein du groupe business qui sont construits à destination de ces professionnels qui ont envie d'être autonomes dans la création de ces expériences apprenants augmentées. Alors, je vois une question de Laurence. Donc, aujourd'hui, pléthore d'outils, lesquels pour une novice en digitalisation? Alors, ça serait un affront de ne pas vous parler de notre propre outil, évidemment, puisque nous allons lancer début janvier et en pré-vente à partir de décembre notre propre outil et de digitalisation de contenu et de diffusion de parcours de formation, et là plutôt en blended learning. Alors évidemment, cet outil qui est nommé Stories, on l'a conçu avec les principes qu'on a partagés avec vous. L'idée, c'est de se dire que personne n'est un technicien de la digitalisation, ou en tout cas ceux qui le sont ont déjà des outils et ils prennent du plaisir dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse le faire avec sa compétence pédagogique avant tout. Et donc, on a voulu créer évidemment Stories pour que ça soit simple à prendre en main, que vous puissiez, voilà, finalement, vous aussi prendre plaisir à le faire, parce qu'on parle du plaisir de l'apprenant, mais le plaisir du concepteur en digital, ça me semble être quand même plus qu'important, et que vous puissiez surtout diffuser des contenus digitaux, pas seulement en mode, d'ailleurs pas en mode bibliothèque de e-learning ou en tout cas de capsule pédagogique, mais avec une envie de travailler le fameux parcours adaptatif et la possibilité de dire je digitalise des capsules et je vais faire vivre à mon apprenant des expériences différentes suivant son niveau, ses envies, ses attentes. C'est aussi ça qu'on a prévu dans cet outil Stories. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, on peut faire des démonstrations avec grand plaisir. Après, il y en a plein d'autres. Dans le choix d'un outil en digitalisation, ce qu'il vous faut regarder surtout avant tout, c'est l'aisance que vous allez avoir avec ce type d'outil. C'est un peu la différence entre, à l'époque, PowerPoint, où je peux faire des super trucs si j'ai une grande technicité, si j'ai tout compris, si je maîtrise parfaitement l'outil. Je vais pouvoir faire des très belles présentations et qui vont être audibles et compréhensibles par les personnes en face de moi. Pour autant, tout le monde n'est pas un expert de PowerPoint. Et donc, finalement, il y avait eu ce fameux outil Prési que tout le monde utilisait parce que très simple et qui permettait de faire des choses très interactives. Même principe dans un outil de digitalisation. Soyez certain que cet outil, il va être facile pour vous et que vous allez surtout pouvoir vous concentrer sur cette scénarisation pédagogique plus que sur toutes les fonctionnalités ultra techniques que vous pouvez retrouver dans ce type d'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La durée maximale, alors, j'en vois d'autres, pardon. Donc, quelle est la durée maximale pour une formation animation en distanciel ? Ça dépend comment vous la concevez. En fait, ce qu'il faut réfléchir plutôt, c'est la durée maximale que l'apprenant va, lui, accepter de passer derrière son écran. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on peut faire des modules qui durent 40 minutes, mais par contre, on va les décomposer en chapitres pour faire en sorte que ce module-là, il dure 40 minutes parce qu'il a une logique pédagogique et que je ne peux pas non plus le décomposer en 3 minutes. Mais par contre, on va avoir des chapitres qui, eux, vont avoir une durée, en règle générale, 15 minutes nous semble être le bon format. Ouais. Alors, cette question nous ramène, merci Osman, cette question, elle nous ramène à finalement ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à la compétence technique et la compétence pédagogique finalement. Parce que bien entendu, la question là, moi, ce à quoi ça me fait penser quand je lis votre question, c'est qu'effectivement, tout dépend encore une fois de l'objectif que vous avez. Bien entendu, on va privilégier sur des modules ou des capsules digitales des formats plutôt courts, me semble-t-il, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que le niveau de concentration, on ne reste concentré que 15 minutes consécutives quand il n'y a pas d'interactivité, grand maximum, avec un contenu qui nous plaît, qui nous séduit et qui nous fait vibrer. Donc, bien entendu, sur la partie digitale, on va plutôt, nous, en tout cas, au sein du groupe business, privilégier des formats courts, être plutôt sur des principes rapid learning, de façon à vraiment
avoir ces temps optimum de concentration. Et on va utiliser justement le ludique, on va justement utiliser le jeu, l'humour, etc., pour pouvoir embarquer les apprenants. Dans le distanciel, il y a le digital, mais il y a aussi les classes virtuelles. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière votre question sur le distanciel, mais dans le distanciel, il y a également effectivement le format, on va dire, un peu figital, c'est-à-dire tout ce qui est classe virtuelle ou coaching à distance par téléphone ou en visio, etc. Et donc là, c'est vrai qu'on va toujours pareil, on va se poser la question de l'objectif qu'on vise, mais on va éviter, je le dis parce que je sais que certains osent le faire. Moi, personnellement, je n'ai jamais osé le faire, mais on va éviter le format 7 heures en classe virtuelle, voire matin et après-midi en classe virtuelle. C'est un conseil, moi, personnellement, que je donne. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'on va plutôt privilégier 2 heures maximum de classe virtuelle de façon à vraiment être dans un niveau de concentration optimal, de façon à la fois à pouvoir exposer des sujets, les travailler en interactivité avec les apprenants et favoriser la cohésion, bref, tout ce qu'il y a derrière le social learning, la cohésion, l'émulation collective et l'intelligence collective. Sur un format de 2 heures, avec une ingénierie pédagogique, bien entendu, bien ficelée, ça passe et on obtient de bons résultats. Le format plus long, j'ai quelques doutes. Alors après, je pose une question. Sur combien de temps pensez-vous qu'il faille consacrer à une interaction de type jeu à l'apprenant? Alors là, c'est toujours pareil. Déjà, ça dépend du profil de votre apprenant. Typiquement, entre un étudiant, entre le salarié d'une entreprise, entre une personne qui va avoir la démarche, au travers de son CPF, de s'auto-former. Évidemment, déjà, l'histoire que vous allez raconter de fait ne sera pas la même et les interactions que vous allez proposer ne seront pas les mêmes. On le voit aujourd'hui en entreprise, de fait souvent ces interactions jeux, quand vous les faites seul derrière votre ordinateur, on est plutôt sur des formats, en tout cas moi c'est les formats que je privilégie, plutôt de 3 à 5 minutes où on va réellement travailler l'ancrage. Si le jeu doit être plus long, c'est une capsule en lui-même. Dans ce cas-là, le jeu devient lui-même un module pédagogique. Et à nouveau, il faut faire toujours la part des choses. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, on le disait tout à l'heure, un peu marketé, mais la formation, elle a été aussi entre le micro-learning, la gamification. Bon, bref, il y a eu tout un tas de concepts de digitalisation. Et sur cet environnement gamification, ou en tout cas jeu, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut quand même faire la part des choses entre je m'amuse et j'apprends. Donc, il faut toujours trouver le bon format. Si un jeu doit durer plus de, je dirais, 5 minutes, si vous êtes dans un jeu de 15-30 minutes, on pense, nous, par exemple, des fois, on fait des escape games digitaux, ça peut avoir du sens d'avoir un jeu de 30 minutes, mais ça veut dire malgré tout qu'on va travailler aussi bien de l'apprentissage que de l'ancrage de compétences ou de réflexes. Et de fait, il faut que la scénarisation de ce jeu réponde à ces deux objectifs. Parce que mettre quelqu'un 30 minutes derrière un écran pour s'amuser sur un escape game, c'est un peu moins notre métier. On est là pour qu'ils apprennent ou en tout cas qu'ils retiennent des choses. Et donc, c'est là où le timing va dépendre. Évidemment, avec des profils autres, je pense notamment à des étudiants, c'est des formats qui marchent bien. Mais toujours pareil, on le voit aujourd'hui, moi, on me demande souvent, oui, est-ce qu'on peut avoir des jeux où ils jouent tous ensemble sur le PC en même temps? C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'à jouer tous ensemble, ça veut dire qu'ils ne vont pas tous vivre le même scénario. Et donc, potentiellement, dans ce fameux fil rouge pédagogique ou logique pédagogique, il y en a certains qui vont oublier des choses. Avec Christine, on aime bien travailler plutôt le sens un peu learning ou gaming expédition où ils vont avoir un moment de jeu tout seul. Puis à ce jeu-là, on va leur dire, en fait, va dans ta classe virtuelle, interagir avec tes autres participants parce que vous devez trouver un indice en commun. Et ce qui finalement permet d'avoir aussi bien l'effet de groupe et le retour des uns et des autres et en même temps des séquences où j'apprends seul. La difficulté du jeu en collectif, c'est que, surtout en digital, pour vous garantir que tout le monde participe et que tout le monde va apprendre la même chose, c'est trop compliqué. Voilà à peu près sur cette partie jeu. Alors, il y a une question sur j'ai un webinaire pour un groupe projet, par quoi je commence, un chemin de fer de diapo. On n'a pas de chemin de fer à vous présenter là. Peut-être quelques conseils, en tout cas nous, ce qu'on s'applique dans nos webinaires. La première chose que je dirais, c'est choisissez un sujet qui vous passionne et dont vous êtes convaincu. Je pense que c'est important parce que ça fait partie aussi de l'animation d'un webinaire que d'animer un sujet auquel on croit, qui puisse nous passionner et pour lequel on est convaincu.
Ensuite, en termes de chemin de fer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est déjà, premier temps, c'est finalement expliquer pourquoi nous sommes là et quel est le sujet qu'on a choisi de traiter. Ça, c'est un point qui, voilà, on a un temps qui est court en webinaire, donc c'est vrai qu'il faut relativement vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, de quel sujet allons-nous traiter? Deuxième point, moi, que je conseille, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi finalement de traiter ce sujet? Donc là, vous pouvez aller chercher des données contextuelles, des données de marché, des études qui portent sur le sujet que vous avez choisi de traiter. Bref, ce qui explique pourquoi finalement vous avez choisi de traiter ce sujet. Et puis le troisième temps, bien entendu, c'est comment vous avez envie de traiter ce sujet et quelles sont les idées que vous avez envie de mettre en relief dans votre webinaire par rapport à ce sujet. Voilà. Et puis l'éternel temps de questions-réponses à la fin, qui est important et qui fait aussi partie intégrante aujourd'hui des formats webinaires que les gens apprécient tout particulièrement. Je prends une question de Valérie. Donc, pour comptabiliser les 15 minutes de concentration, on fait comme si on parlait à quelqu'un en imaginant aussi des temps de réflexion. J'imagine qu'il faut intégrer dans ces 15 minutes le temps d'intégration en plus des temps de lecture. Alors, oui, c'est accessoirement comme ça qu'on imagine quand nous, on conçoit des formations en digital, on fait comme si on l'a raconté. Alors, d'abord, avant de vous lancer dans la digitalisation, comme on le fait pour une animation en présentiel, on vous invite d'abord à écrire un petit peu votre storyboard, votre storytelling, un peu cette histoire que vous voulez raconter qui vous permet d'avoir d'abord un guide. Et puis évidemment, au fur et à mesure que vous allez digitaliser, on vous invite, au moment où vous écrivez, à faire comme si vous parliez à quelqu'un. Et puis, on vous invite à un moment donné à faire des pauses dans votre contenu, à aller visualiser ce que ça donne pour l'apprenant, pour vérifier que, bah oui, il y a bien des clics, il y a bien de l'interactivité, que vous avez bien tout positionné. Et là, vous comptez le temps. Alors, il y a des fois, on a fait, nous, des modules qui duraient un peu plus de 15 minutes. On a pu monter jusqu'à 20, 25 minutes. Mais parce que notre scénarisation nous permettait de le porter. Parce qu'on avait à un moment donné une vidéo très dynamique, avec de l'interactivité au sein de la vidéo, parce que malgré tout, c'est en ça que moi je suis pas l'adepte du micro-learning typiquement, mais il y a des contenus qui en 15 minutes ne vont pas être faciles. Alors si vous voulez vous dire je dois faire 15 minutes, la difficulté c'est que souvent on va tronquer une partie des contenus, donc finalement l'apprenant va arriver sur quelque chose qui n'est pas suffisamment complet. Vous allez dégrader la qualité de vos apports, donc des fois il vaut mieux se dire tant pis, je fais 20 ou 25 minutes. Le tout, c'est que vous, quand vous vous mettez en position d'apprenant, vous y retrouviez en fait, que vous ayez bien des interactivités. Et évidemment, si vous devez avoir 30 minutes, ça nécessite qu'il y ait encore plus de mise en action de l'apprenant. Ça ne peut pas être plat. Voilà. Dernière question, nous fait signe, dernière question, la régie. Descend, il y en a une en dessous apparemment, les filles nous disent. Ah oui. En quoi consiste Stories? Est-ce un outil pour créer nous-mêmes nos e-formations? Tout à fait, c'est un outil pour créer vos e-formations, donc avec différents formats, des formats de diffusion de savoir, de savoir-faire, dans lequel vous allez pouvoir intégrer des vidéos interactives, venir faire des mini-jeux, venir créer tout un tas de petites capsules, raconter vos belles histoires formation. C'est d'ailleurs la baseline de notre outil. Construisez et diffusez vos plus belles histoires formation. Ça vous permet de créer vos capsules de formation et vous avez aussi la possibilité de choisir Stories comme diffusion de contenu de formation et surtout de parcours de formation dans lequel on a intégré du digital, mais également toute une partie possibilité de faire un parcours avec, je mets un petit e-learning qu'on appelle Learning chez nous, un petit game. En fonction des résultats de ce game, il va venir à une classe virtuelle où il va voir le replay de mon webinar. Et puis, on va tous venir les faire en présentiel quand on retrouvera un monde normal, puisque on n'est pas non plus des puristes du digital, on est nous des puristes de la formation, donc on croit aussi au blended. Il y avait une question qui s'en rapprochait. On croit aussi au blended, on croit aussi en l'intervention du formateur. Et évidemment, on ne prône pas la mutation du formateur en scénariste digital, sinon Christine me taperait dessus et ça n'a jamais été d'ailleurs un débat entre nous. Donc oui, évidemment, il faut aussi pouvoir toujours avoir un peu ce côté blended. C'est aussi ce qu'on a prévu dans Stories pour que vous soyez aussi pleinement à l'aise avec ce nouvel univers de la formation. Voilà. Marie-France, oui, les slides seront dispo avec le replay. On mettra le support, bien entendu, avec très grand plaisir. Voilà. On arrive au bout.
Et probablement qu'on s'était dit avec Christine qu'on ferait des petites séries comme ça sur l'expérience apprenant augmenté. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous voulez un épisode 2. Tout à fait. On peut se connecter sur nos réseaux LinkedIn et faites-nous part de vos souhaits, de vos idées, de vos remarques et on sera ravis de poursuivre les échanges avec vous. C'est très sympa. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.